Depuis la nuit des temps, notre système nerveux tente en permanence de comprendre le monde qui l'entoure et de réduire la charge informationnelle pour pouvoir réussir à prendre des décisions à court, moyen et long terme. L'objectif derrière tout ça, c'est de transformer notre incertitude incertaine en certitude certaine. Nous faisons donc des petits paquets avec le réel pour réussir à le cerner, le mettre en boîte et prendre des décisions qui nous sécuriseraient et parier sur le bon cheval ou justement ne pas parier sur un cheval qui est déjà décédé. Mais malheureusement, notre peureuse tendance à vouloir de certaines certitudes nous amène à faire des choix et prendre des décisions complètement incohérentes. Et comme dirait Taleb, on préfère avoir une carte des Alpes dans les Pyrénées plutôt que pas de carte du tout. Et cette tendance à préférer des cartes obsolètes plutôt qu'une absence de cartes est due principalement à notre peur et à notre incapacité à regarder là où nos modèles marchent pas et à nous remettre en question. Ça serait un peu comme se retrouver dans les Alpes avec notre carte des Pyrénées et puis voir qu'il y a un sentier en commun avec deux montagnes qui sont à peu près identiques et se dire « Ah c'est bon, le modèle marche ». Ouais, mais en fait, faut globalement regarder le reste. Et c'est justement là le problème, c'est qu'on a du mal à regarder le reste et à se remettre en question. En fait, la vitesse et le chaos du monde augmentent de façon exponentielle et du coup, conséquence, notre peur face à cet environnement augmente elle aussi. On a toujours cherché à sécuriser notre environnement. À la base, c'était avec des religions, des rituels, des mythes ou des totems qui servaient justement à nous rassurer. Mais désormais, pour beaucoup, ce nouveau totem, c'est justement la science. Dans son livre, Nassim Nicolas Taleb nous parle de notre incapacité donc à voir les trous dans nos modèles scientifiques et à comprendre que la carte que nous avons du monde, c'est-à-dire la représentation dessinée du monde, de nos modèles, tout ça, n'est pas la réalité, n'est pas le monde en fait. C'est-à-dire que la science fait des modèles pour toucher des parties du réel, mais pas pour toucher le réel. En fait, globalement, selon Taleb, on est assez nul pour lire l'avenir. Nous nous convainquons avec des formules, avec des chiffres et des costumes pour faire assez sérieux, mais la réalité, c'est que très souvent, nous n'en savons rien. Qui pourrait même provoquer l'extinction de toute l'humanité. Sauf qu'on préfère se mentir à soi-même plutôt que de s'avouer que finalement on ne comprend pas grand-chose à ce qui nous entoure. Ce que décrit Taleb dans son bouquin, c'est que les spécialistes ont une tendance à faire même plus d'erreurs que votre chauffeur de taxi. Tout simplement parce que le chauffeur de taxi ne se raconte pas qu'il sait et du coup il n'a pas finalement d'arrogance épistémique, c'est-à-dire d'arrogance sur sa connaissance, comme pourrait l'avoir le spécialiste du domaine. Pour étayer ses propos, Nassim Nicolas Taleb source correctement le bouquin et il cite certaines expériences, je vais vous en énumérer quelques-unes, mais je ne serai pas exhaustif sur le bouquin, je vous invite à aller lire le bouquin. Donc très souvent, il parle des sciences sociales ou de nos capacités de prévision dans les modèles complexes. Donc une petite expérience faite par Telloc demandait à 300 spécialistes, dont un quart étaient des économistes, de faire des prévisions à environ 5 ans. Il y a eu environ 27 000 prévisions qui ont été faites sur divers événements politiques, économiques et militaires. Donc là, les résultats sont globalement éclatés. Les personnes en doctorat font souvent autant d'erreurs que les personnes en licence. Et la seule tendance marquante que Telloc avait pu trouver, c'est ce qui concerne l'effet négatif de la renommée, c'est-à-dire que les sondés dont la réputation n'est plus à faire, c'est-à-dire les personnes connues ont une arrogance épistémique, puisque leur compétence n'est soi-disant plus à démontrer. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. En fait, les experts, et puis même tout le monde en général, ont un mécanisme de protection mentale, c'est-à-dire que quand ils ont raison, ils attribuent leur succès à leur intelligence ou à leur grande capacité et compréhension du monde. Par contre, au moment où ils se trompent, c'est parce qu'il y a un événement inattendu, une erreur dans le monde, quelque chose qui n'était pas prévisible. C'est un nouveau variant, le variant Delta Plus du programme de fidélité Covid. Sauf que le monde est ponctué d'événements imprévisibles. On a une tendance en fait à attribuer nos réussites à nous-mêmes et nos échecs à l'environnement. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Quoi, c'est tout? C'est ça votre énigme? Et donc je cite Taleb sur des petits passages qui sont assez amusants et caractéristiques du bouquin. Nous réalisons des prévisions sur 30 ans, des déficits de la sécurité sociale et des prix du pétrole sans nous apercevoir que nous sommes incapables de prévoir ceux de l'été prochain. La somme de nos erreurs de prévision sur les événements politiques et économiques est tellement monumentale qu'à chaque fois que je regarde les statistiques, je suis obligé de me pincer pour m'assurer que je ne suis pas en train de rêver. Ce n'est pas l'ampleur de nos erreurs de prévision qui est surprenante, mais l'inconscience que nous en avons. Autre passage. Combiné à une inconscience généralisée de la situation, notre inaptitude à la prévision dans des contextes soumis aux signes noirs
conduit certains professionnels à se prendre pour des experts alors qu'ils ne sont pas. Si l'on se base sur leurs résultats, ils ne savent pas plus sur leur sujet que le commun des mortels, mais ils sont beaucoup plus doués pour inventer des histoires. Ou pire, pour nous enfumer avec des modèles mathématiques complexes, ils sont en outre plus enclins à porter une cravate. Le problème, c'est pas tant de faire des prévisions, c'est plus notre tendance à faire des modèles dont on ne peut pas se séparer, qui nous empêchent de voir ce qui se passe dans la réalité, et donc qui nous poussent à agresser l'autre s'il venait à remettre en question finalement notre doudou épistémique. L'investissement émotionnel dans nos modèles nous empêche d'accéder finalement au réel et nous pousse à une vraie cécité face à nos théories, nos modèles, nos croyances qui ne peuvent pas réellement évoluer. Dieu avait peut-être finalement pour Taleb cette fonction de nous préserver de notre arrogance à faire des prévisions sur l'avenir et accepter notre impuissance face à la réalité d'un destin qui nous dépasserait. Dieu nous permettait indirectement donc de nous décentrer de notre petit moi et de notre arrogance face à nos connaissances. Revenons sur le thème central du livre que je ne vous ai pas expliqué, c'est les signes noirs. Nous cherchons donc à prédire l'avenir sur la base du passé sans prendre en compte en réalité l'aléatoire qui vient ponctuer en permanence notre monde. Pour étayer ces propos, je prendrai l'exemple de Nassim Nicolas Taleb où il nous parle d'une dinde, la dinde Thanksgiving, qui est nourrie pendant 1000 jours, fait un modèle dessus, et on observe sur la base du passé ce qui va se passer dans l'avenir. Et on peut faire des prédictions. Sauf que, événement inattendu, forcément, il y a Thanksgiving, et au bout de 1001 jours, la dinde va être tuée la veille de Thanksgiving pour être mangée. Et donc pour cette dinde, c'est un signe noir ce qu'elle a vécu. Malgré toutes les prévisions qu'on a fait sur cette dinde, on se rend compte qu'à la fin, le passé n'a servi à rien pour prédire l'événement inattendu et catastrophique qui allait se produire pour cette dinde de Thanksgiving. Alors pour définir un petit peu plus ce que c'est un signe noir, c'est une aberration d'un point de vue des statistiques. Il se situe en fait à cause de ça en dehors du cadre finalement de nos attentes ordinaires, car rien dans le passé n'indique de façon convaincante qu'il y ait des chances que cet événement se produise. Par exemple, les événements de type signe noir, c'est une épidémie mondiale. Oui, vous savez, quand cette histoire de pandémie a commencé, je crois que ça m'a changé. La guerre en Ukraine, les attentats du 11 septembre étaient tous en fait des signes noirs. Et moi, je me rappelle de mes profs d'histoire et d'économie qui m'expliquaient que on n'aurait plus jamais de guerre en Occident grâce à la bombe nucléaire, qu'une guerre grâce au libre marché était impossible. Et en fait, tous ces événements sont généralement des événements de type signe noir, c'est-à-dire rien dans le passé par rapport aux nouvelles modalités du monde ne nous montre que finalement ça peut se produire. La deuxième modalité, c'est un impact extrêmement fort. Le troisième, c'est en dépit de son statut finalement d'aberration, le signe noir, notre nature humaine et notre arrogance essayent quand même de rationaliser ce truc-là et d'élaborer après coup une explication logique de ce qui s'est passé, le rendant ainsi dans le futur soi-disant explicable et prévisible. Alors qu'on a juste récupéré quelques faits, raconté une histoire et expliqué la façon dont ça s'était passé en reconstituant finalement un double du réel qui n'est pas le réel. Et donc finalement l'histoire de ce point de vue est pour Taleb une aberration puisque c'est qu'une reconstitution et une sélection de certains faits pour écrire un narratif causal autour d'événements qui ne le sont pas forcément. Arrêtons-nous un instant juste pour résumer. Donc le signe noir, c'est trois choses, c'est rareté, impact extrêmement fort et prévisibilité rétrospective et non prospective. Il faut noter que le signe noir n'est pas un signe noir pour tout le monde. Les événements par exemple du 11 septembre étaient un signe noir pour les victimes mais pas pour les terroristes en fait qui savaient ce qui allait se passer. Alors pour comprendre comment ces signes noirs marchent et où est-ce qu'ils peuvent nous impacter, Nassim Nicolas Taleb va diviser le monde en deux, le médiocristan et l'extrémistan. Dans l'extrémistan, il peut y avoir des signes noirs, dans le médiocristan, il ne peut pas y avoir de signes noirs. Donc le médiocristan, c'est un monde où le hasard est globalement modéré finalement, où la possibilité de croissance est faible mais assez linéaire. Par exemple, un boulanger, il pourra augmenter son nombre de baguettes en s'améliorant, mais au bout d'un moment, il a une limite inhérente à ses bras, inhérente au fait qu'il ne peut pas se dédoubler. Le gagnant donc dans le système du médiocristan, il gagne une petite part du gâteau. C'est un monde dans lequel on peut observer finalement la réalité et faire des prédictions qu'on peut globalement utiliser avec des courbes en cloche et des systèmes en fait type loi normale. Donc le système est assez prévisible car les règles du jeu sont encadrées et limitées. La personne qui va grandir ne peut pas grandir indéfiniment. Il y a des endroits qui sont du type médiocristan et on peut appliquer la loi normale.
Après ça, il y a l'extrémistan qui lui est soumis globalement aux signaux noirs et au hasard sauvage. C'est un système dans lequel le gagnant rafle tout, par exemple comme celle qui a écrit Harry Potter, qui a finalement conquis 80% du marché pendant très longtemps. Ça va être des chanteurs, des youtubeurs, des traders, des personnes dans la recherche scientifique aussi qui vont être dans des systèmes extrémistants. Dans ces métiers-là, donc le nombre de gagnants est extrêmement faible et le nombre de perdants est extrêmement élevé. Donc c'est un système vraiment très aléatoire et très injuste. Mais l'avantage de ces systèmes, ce sont des endroits scalables, contrairement au médiocristan où finalement il y a des plafonds de verre. C'est-à-dire que la richesse a une limite dans le médiocristan, elle n'a pas vraiment de limite dans l'extrémistan par exemple. Plus il y a un nombre de variables important et une toute petite variable pourrait changer finalement le cours des choses, plus le système est généralement extrémistant. Par exemple la guerre et la destruction, il n'y a pas vraiment de limite de plafond. L'économie notamment, le climat et j'en passe, et même la psychologie d'un certain point de vue, il y a un nombre de variables tellement importantes qu'on ne sait pas ce qui peut impacter réellement l'individu. C'est le principe d'ailleurs de l'effet papillon. L'effet papillon, c'est le fait que un battement d'aile, c'est une théorie, c'est la théorie du chaos. Ça renvoie au fait qu'un battement d'aile au Japon peut créer une tornade aux États-Unis. Ça nous remet face à notre impuissance car des toutes petites choses peuvent impacter énormément le cours de notre propre vie. Et donc dans ce milieu, il est quasiment impossible de prédire l'avenir sur la base du passé. Il y a une histoire assez amusante. Nassim Nicolas Taleb a été invité dans un casino pour parler de signaux noirs. Et il explique en fait que le hasard dont il parle ne concerne pas le hasard du jeu comme on peut le penser souvent, parce que c'est pas un véritable hasard, c'est-à-dire que le nombre de variables est limité. Par exemple, si on joue au dé, il y a 6 faces et statistiquement on peut calculer à peu près ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on connaît les règles du jeu. Et le casino c'est pareil, le nombre de variables dans lequel il est permet de calculer grâce à des lois statistiques ce qui va potentiellement se passer. Et donc il a parlé de tout ça avec les gens du casino et il va regarder ce qui a coûté le plus cher au casino. Et ce qui a coûté le plus cher, c'est effectivement des signaux noirs, mais qui ne font pas partie du système du jeu dans le casino à proprement parler. Un entrepreneur qui n'était pas content contre le casino voulait faire exploser par exemple le casino. Ça a été annulé, mais ça aurait pu être un événement de type signaux noirs, c'est-à-dire c'est un événement imprévisible qui va causer des dommages très importants, qui n'est pas calculable avant et qui est calculable une fois qu'on sait ce qui s'est passé. Et donc le casino n'est pas à proprement parler soumis au hasard sauvage, puisque le hasard est encadré et qu'il y a une limite, il y a un plafond et donc c'est mesurable statistiquement. Et le plus gros problème des personnes dans les sciences sociales, c'est que le monde est ponctué d'événements anormaux et qu'ils utilisent la loi normale finalement, des modèles statistiques périmés face à la réalité du monde qui est bien plus complexe et ponctué de hasard sauvage, comme le dit Taleb. On cherche finalement en permanence à simplifier le réel parce que le réel est stressant, mais cette simplification du réel nous amène à faire des erreurs monumentales et à ne pas nous protéger face aux événements qui peuvent être vraiment dangereux pour nous. On peut se dire que l'école joue un rôle aussi central dans notre tendance à penser que le monde est prévisible et beaucoup moins complexe qu'on le pense, parce que c'est à l'école justement qu'on va construire cette représentation biaisée du monde. Elle nous forme à évoluer dans un monde où le nombre de variables serait limité, où l'univers est globalement stable et les lois qu'on crée sur ce monde seraient la réalité, c'est-à-dire on n'apprend absolument pas à comprendre que la carte que nous avons du monde n'est pas le territoire. Et donc l'école nous forme parfaitement au médiocristan, mais nous forme absolument pas à l'extrémistan justement, qui est de plus en plus présent dans le monde et qui impacte de plus en plus le monde. Dans la réalité, le chaos impacte énormément notre vie et notre façon de progresser, même personnelle, ne suit pas ces lois normales, finalement ces lois statistiques normales où un joueur d'échecs pourra progresser soudainement alors que ça fait des centaines d'heures qu'il joue. Un joueur de tennis pareil finalement. On ne sait pas quand est-ce que les planètes vont s'aligner. Un enfant par exemple qui apprendra à parler, apprend à parler assez soudainement et fait des progrès par bond en fait. Et l'histoire et la vie s'écrit en fait énormément par bond, les rencontres que l'on fait, les personnes avec qui on va se mettre en couple ou ce genre de choses, c'est des bonds dans notre histoire. Ce n'est pas une histoire linéaire. En fait, il faut réaliser que les grandes avancées ne suivent pas des progrès linéaires, mais ce sont potentiellement des découvertes soudaines ou ce genre de choses. J'ai écrit plusieurs points finalement pour vous aider
à vous repérer. Et les choses qu'il faut mettre en place face à ce chaos, c'est accepter le caractère imprévisible du monde. Plutôt que d'essayer de contrôler ce qui ne peut l'être en réalité, mieux vaut apprendre à finalement danser avec cet inconnu. La deuxième chose, c'est qu'il faut au maximum s'exposer aux signes noirs positifs. Puisque les signes noirs, la plupart des signes noirs que j'ai décrits sont des signes noirs négatifs, mais il peut y avoir des signes noirs positifs comme justement la découverte de quelque chose, la rencontre avec quelqu'un. Il faut s'exposer au maximum à ces signes noirs positifs. Par exemple, la rencontre dans les grandes villes. L'avantage des grandes villes, c'est qu'on peut faire des rencontres qui nous permettent finalement de, après, avoir un job que l'on aime bien, avoir un business qui fonctionne bien en trouvant la personne avec qui on peut travailler. S'exposer donc le plus possible aux signes noirs positifs. Il dit aussi une chose, c'est que si jamais vous êtes là posé chez vous et que vous avez un dîner ou avec je sais pas qui et que tout d'un coup une personne assez extraordinaire que vous ne pouvez pas croiser quasiment dans votre vie, c'est-à-dire un grand réalisateur si vous faites du cinéma, un grand trader si vous êtes trader, un grand penseur si vous êtes philosophe. À ce moment-là, si cette personne vous contacte et veut vous rencontrer, annulez tout ce que vous faites et allez voir cette personne en fait, puisque c'est un signe noir positif qui vous permettra potentiellement à long terme de changer réellement votre vie. Pour l'investissement, Taleb propose un type d'investissement qui permet à la fois de s'exposer très fortement aux signes noirs positifs et en même temps d'être très sécurisé, c'est-à-dire avoir 90% de son épargne qui est vraiment protégée dans des investissements très sécurs. Ça pourrait être de l'immobilier, ça pourrait être des bons du trésor américain ou ce genre de choses, ou de grandes entreprises. Et après, le reste, c'est exposer 10 à 15% dans des endroits très risqués qui sont sujets à la volatilité et à des signes noirs qui permettent d'enclencher énormément, par exemple, d'argent en très peu de temps. Un des points importants aussi si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou ce genre de trucs qui peuvent être très facilement assujettis à des signes noirs type positifs ou négatifs, il ne faut pas hésiter au fait d'être à plusieurs puisque l'exposition finalement est partagée et en plus de cela, ça permet d'encaisser plus facilement finalement la difficulté d'avoir une activité qui est potentiellement corrélée uniquement à des signes noirs positifs, c'est-à-dire que le moment où vous allez gagner, vous allez tout gagner, mais tant que vous ne gagnez pas, vous êtes un peu quelqu'un qui travaille dans le vide, qui est en train de tester des trucs mais qui ne sait pas trop si ça va marcher. Et donc, il ne faut pas hésiter à être à plusieurs déjà d'un point de vue du moral et aussi être plus exposé forcément aux signes noirs. Et bien sûr, faire toujours attention aux prévisions des économistes, des gouvernements fondés sur des modèles qui sont inadaptés et qui échouent régulièrement, que les grands progrès sont venus d'endroits auxquels même les chercheurs ne s'attendaient pas forcément. Par exemple, les personnes qui ont découvert le Viagra, à la base, c'était pas absolument pas pour les vieux de 50 ans qui n'arrivaient plus à la lever. À la base, c'était pour l'hypertension. Et il y a plein de découvertes comme ça, il liste plein de découvertes où finalement on cherche quelque chose et on trouve autre chose que ce que l'on cherchait à la base. Et donc les grandes découvertes sont faites souvent de façon aléatoire. Donc finalement, une des seules choses dont on peut vraiment être sûr, c'est que l'on ne sait pas grand-chose. C'est important d'avoir cette compréhension du hasard, de pouvoir s'y exposer sans se mettre en danger et sans se mettre en danger face aux signes noirs négatifs pour que finalement le hasard joue le plus possible en notre faveur. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous conseille vraiment le bouquin Le Signe Noir qui est vraiment un bouquin très bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.